Salut à tous, bienvenue dans le prologue, votre rendez-vous avant chaque course du Bikeman Origin 2023, le seul et le premier championnat du monde d'ultra distance. Il y a quelques semaines, on était au Portugal. Nous voici maintenant en Corse pour le deuxième rendez-vous de la saison. Nous sommes précisément à Biguglia, dans le nord-est de l'île, au camping San Damiano, notre quartier général pour toute la semaine de compétition, avec aussi le départ qui va avoir lieu ici dans quelques heures maintenant. On va évoquer la préparation, le parcours et les enjeux de ce Bikeman Corsica, la 6e édition. Et pour en parler, il y a plein d'invités. D'abord, évidemment, il y a celui qu'on surnomme le chaman, Axel Carion, le fondateur du Bikeman. Salut Axel, comment ça va? Salut Cédric, mais écoute, ça va, la forme. Tout est prêt? Tout n'est jamais prêt, on a besoin de s'améliorer en permanence, c'est ça qui est super sur ce type d'orga, mais on n'est pas loin des 100%, puisqu'on part dans quelques heures, donc je dirais qu'on a atteint le pinacle avant le départ. Super, on est impatients. Et avec nous aussi, on a plusieurs invités et deux des participants. Maximilien Couvreur, vous le connaissez sûrement. Il a fait déjà deuxième lors du Bikeman Corsica l'année dernière. Salut Maximilien, comment ça va? Salut Cédric, tout va bien? Super. Content d'être revenu. Eh ben écoute, le plaisir est pour nous. Voilà. Et à tes côtés, il y a Gauthier Paulin. Alors si vous êtes adepte des sports mécaniques et en particulier du motocross, vous connaissez sûrement Gauthier. C'est une légende, 5 fois champion du monde. Alors ça, c'était pour son ancienne carrière puisque il a arrêté le motocross il y a 3 ans et maintenant il s'est trouvé un nouveau centre d'intérêt avec le vélo. Salut Gauthier, bienvenue dans la famille Bikeman. Comment tu te sens à quelques heures du départ? Salut Cédric, je me sens heureux d'être là. Il y a vraiment un good mood ici. Et à la présentation qu'a fait Axel, donc ouais, très heureux, finalement présent au grand départ. Super, allez on va entrer tout de suite dans le vif du sujet tous ensemble. Alors je voudrais évoquer avec vous la préparation pour ce Bikeman Corsica. Comment on se prépare pour un tel défi? Alors je rappelle quand même les chiffres, 1000 km, 18 000 mètres de dénivelé positif à compléter en 5 jours, en 120 heures maximum. Maximilien, toi tu as l'habitude de ce genre de défi. Comment tu t'es préparé, sachant que tu as fait le Portugal il y a quelques semaines? J'ai fait le Portugal il y a quelques semaines et pour moi, je me suis inscrit en Corse. Dans ma tête, j'étais inscrit en Corse dès l'arrivée du Corsica 2022. Je savais que je voulais revenir, j'ai fait deuxième, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai souffert à certains endroits et que c'était corrigeable dans le col de la bataille, la partie après le CP2. Et donc j'ai orienté mon hiver aussi dans cette direction. J'ai fait des changements de position sur le vélo et je me suis dit ok, c'est un des objectifs, mais je voulais aussi me tester en effet, comme tu disais avec le Portugal, d'enchaîner plusieurs courses d'ultra à la suite. J'ai pas pu faire autant de dénivelé que l'année dernière finalement, pour des raisons de météo tout simplement. Donc j'ai les kilomètres. J'étais arrivé au Portugal avec un petit peu moins de forme que prévu. Le Portugal s'est pas super bien passé, non pas à cause de la forme, mais à cause de la chaleur. J'étais deuxième et j'ai pris un gros coup de chaud, gros coup de barre et je me suis dit ok, je joue la sécurité, c'est toujours le maître mot de l'organisation, c'est la sécurité. Je me suis dit ok, je vais essayer d'en profiter. Mais dès ce moment-là, dès la mi-course du Portugal, j'avais la Corse en tête. T'as fini en gestion le Portugal en fait. J'ai terminé le Portugal en gestion. J'ai dormi au CP2 pendant l'après-midi très chaude pour éviter les grosses chaleurs dans le désert. J'ai dormi pendant la nuit. Et donc, quand j'ai terminé le Portugal, après une nuit ou deux, en fait, j'étais prêt à partir. Tu as fini 12e du Portugal, c'est ça? J'ai fini 12e du Portugal, en effet. Donc, et quand tu dis tu as orienté ton hiver en fonction des courses de cette année, ça veut dire quoi concrètement en termes d'entraînement de kilomètres? Ouais. Je sais pas exactement. J'ai repris à rouler mi-novembre. Je sais que j'ai 9000 km maintenant depuis le 1er janvier. À mon avis, j'ai dû faire un peu plus de 1500 ou 2000 entre mi-novembre et le 1er janvier. Donc ouais, j'ai des kilomètres. Quand je dis que j'ai orienté mon hiver, j'ai essayé de rouler aussi dans des zones plus basses. J'avais l'habitude de rouler beaucoup zone 2 à intervalles. J'ai fait plus de zone 1. J'ai vraiment essayé de construire mon hiver autour de ça. J'ai essayé d'avoir aussi un peu plus de cadence, de dynamisme musculaire, tonus musculaire dans les jambes. Parce que j'avais tendance à vraiment descendre en cadence au fur et à mesure de la course et pas réussir à remonter la cadence. Je sais que la Corse, j'avais terminé avec une moyenne de 68-69 de moyenne au niveau cadence.
Et c'est assez faible. Et donc, j'ai essayé de corriger ça. J'ai essayé de corriger ça à l'entraînement, dès les premiers entraînements, vraiment avoir une haute cadence. Et aussi, j'ai changé ma position. J'ai rajouté, j'avais l'habitude des aérobars, donc les extensions de contre-la-montre, mais sur mon vélo de contre-la-montre, pas sur le vélo route. Donc j'ai rajouté les extensions, mais évidemment c'est un compromis maintenant entre un vélo route et un vélo de contre-la-montre. Donc j'ai dû changer au niveau la selle, la hauteur, l'avancement de la selle et m'habituer aussi à rouler en montée avec les aérobars. Tous ces changements, c'est les leçons que tu as tirées de l'année dernière. C'est des leçons que j'ai tirées de la dernière, oui. C'est des leçons que j'ai tirées de Biking Corsica. J'ai aussi essayé de faire d'autres courses après. J'ai essayé aussi d'autres combinaisons. J'ai essayé d'avoir les aérobars le plus bas possible. J'ai essayé des parcours difficiles avec mon vélo de chrono. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le meilleur compromis pour moi était d'avoir mon vélo de route avec les aérobars. Je sais que Maxime a utilisé un vélo de chrono au Portugal. Maxime Prieur, ouais. Maxime Prieur, ouais. Avec succès d'ailleurs. Et je pense que ça aurait été possible peut-être sur le Portugal, mais pas sur toute la saison. Et je sais que même si au niveau données pures de puissance, etc., je sais que je peux construire ma saison en utilisant plusieurs types de vélos et j'aurai pas de problème au niveau données pures. Mais je sais que j'ai ces petits automatismes, ces petits peps, ces 3% de confort en plus que j'ai en utilisant le même vélo tout le temps. Et donc, je voulais pas échanger entre un vélo de chrono pour le Portugal, faire la Corse avec le vélo de route et puis faire le vélo de chrono à nouveau. J'ai une course en juillet, la Race Across Germany. Et donc, ouais, j'ai essayé de trouver les bons compromis. Ouais. Alors toi, Gauthier, c'est un profil totalement différent parce que c'est ta première course ultra, on le rappelle. Donc là, on vient d'entendre Maximilien qui se sert de ses expériences passées. Toi, comment tu t'es préparé pour ce rendez-vous ? Alors déjà, pour moi, le mot préparation, c'est être prêt d'un point A à un point B. C'est de faire le maximum en un laps de temps. Comme le disait tout à l'heure Axel, quand est-ce que tu es prêt ? Je pense que tu es prêt une fois que tu as fini ou alors une fois que tu arrives au départ. Voilà, donc là j'ai fait du laps de temps où je me suis dit allez j'y vais. J'ai commencé à me préparer, donc doucement, j'avais été totalement off. Après, je m'étais fait retirer des plaques, j'avais eu une greffe de tendon l'année dernière, le 28 février, sur la jambe gauche, etc. Donc quand tu dis totalement off, c'est que tu as arrêté toute activité sportive ? Toute activité sportive. Pendant combien de temps ? Ouais. Pendant presque plus de 10 mois. Sachant que tu avais quand même un passif de sportif de haut niveau. Exactement, j'ai fait 16 ans. Pendant 16 ans, j'ai eu une vie de moine avec des saisons qui faisaient 350 jours par an, 15 jours de repos. Je suis quelqu'un qui prend très soin de mon corps, je veux dire les étirements, la nourriture, le sommeil, etc. Donc très sérieux. Là, quand j'ai fait totalement off, j'ai vécu pour la première fois mon premier été tranquille, relax, plage. Donc, ça m'a fait du bien de vraiment me relâcher et de récupérer aussi, parce que j'ai pas repris de zéro au niveau de mon corps. J'ai repris. Déjà, je fais quelque chose pour moi et non pas pour la compétition. Donc, il n'y a pas cet aspect culpabilité quand tu t'entraînes pas. Il n'y a pas cet aspect obligation. Là, c'est quelque chose. J'y vais parce que je le veux. Tu viens pas dans une logique de performance pure. Alors, on va y revenir après, okay. parce que là-dessus, c'est quelque chose, c'est assez subtil. Donc, j'ai commencé la préparation début d'année. Donc début 2023. Ouais, début 2023, hein, parce qu'avant je pouvais pas. Donc, j'ai commencé exactement le 22 janvier. Je suis monté sur mon vélo. Donc un peu moins de 6 mois. Ouais, avant, je pouvais pas. Et donc, je suis monté sur le vélo et j'ai commencé par du lent. Mais avant ça, tu faisais pas de vélo ? Avant, j'ai toujours fait du vélo, qu'on soit bien clair. J'ai toujours été aidé par une marque de vélo. J'ai toujours fait mon cardio sur le vélo. J'ai passé beaucoup de temps sur mon vélo, mais pendant 10-11 mois, j'ai fait zéro sport. J'ai pas touché, j'ai pas fait un exercice cardio. Je suis monté, j'ai vraiment pas fait de cardio. Et donc là, j'ai repris la préparation, j'ai repris sur du lent. Et puis après, pour faire le tremplin rapidement à du niveau supérieur, j'ai dû faire des vraies séances de PMA, des intervalles, etc. pour directement step up mon jeu. Et après enquiller un peu les kilomètres, j'ai eu un déplacement au Japon et des déplacements aux États-Unis. Donc j'ai pas eu, avec le décalage horaire, j'aurais aimé me découvrir pendant la nuit, etc. Mais j'ai pas pu parce que sinon mon horloge interne, elle aurait explosé. Donc voilà, j'ai fait en un laps de temps le maximum que ce que je pouvais faire. Et pour revenir à la performance, je veux me découvrir. Donc je veux pas me mettre dans le confort. Je me suis bien préparé.
Pas autant que ce que j'aurais aimé, mais j'ai 33 ans, donc les ultras, voilà, je me découvre. Et puis, donc, je connais pas mon corps par rapport aux micro-siestes. Je connais pas mon corps par rapport à des longues distances. Je connais pas mon corps par rapport à autant de temps sur une selle, etc. Donc, il y a plein de questions auxquelles j'aurai une réponse dans 3, 4, 5 jours. Et je suis encore une fois pour me découvrir. Et en ce qui concerne le volume de kilomètres, tu sais combien tu as fait de kilomètres jusqu'ici? J'ai pu me préparer et commencer ma préparation que tardivement, le 22 janvier. J'ai fait 4000 bornes sur le vélo de route, un peu de VTT aussi. Entre-temps, j'ai dû partir au Japon et aux US, donc avec le décalage horaire, j'ai pas pu faire toutes les activités, du moins performer les micro-siestes, etc. Donc voilà, sinon mon horloge interne, elle aurait explosé. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais pendant un laps de temps. J'ai commencé plus par du lent, très lent. Après, j'ai fait pas mal d'intensité pour step up, vraiment pour faire un gros saut, un gros pas vers l'avant, parce que je partais de loin. J'ai fait 11 mois sans sport juste avant. Sans sport vraiment off, sortie d'opération, grève de tendon sur la jambe gauche, etc. C'était un petit peu la révision des 100 000 km de mon corps après mes 16 années professionnelles. Donc voilà, mais à ma grande surprise, je m'y attendais un petit peu. C'est ce temps off après toute ma carrière professionnelle m'a fait énormément de bien. J'ai vraiment régénéré corporellement, je pense au niveau de toutes les cellules, etc. Et j'ai directement eu de bonnes sensations physiques. Mauvaise sensation sur la récup, c'est normal. On n'arrive pas, c'est pas servi sur un plateau, tiens, une condition physique. Mais voilà, j'ai eu une bonne condition et je suis heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Le matos, c'est un vrai dilemme d'arriver à savoir ce que tu veux, numéro un, ce que tu peux porter avec toi. Et puis à la fin, tu amènes un peu tes peurs aussi. Donc c'est un peu c'est compliqué, mais je pense que tous ici, on se lance dans un truc d'ultra compliqué, ultra. Donc voilà. Tu veux dire un dilemme parce que tu n'as pas d'éléments de comparaison, d'expérience Parce que je suis très sur minutieux. le matériel, je veux dire. Ouais, je suis très minutieux. Durant ma carrière sportive, j'étais très minutieux sur mon matériel. Je savais ce que je voulais. J'étais pas casse-pied. Je savais ce que je voulais. Je développais énormément. Et une fois que j'avais ce que je voulais, je m'y tenais. En vélo, un petit peu pareil. Donc, c'est vrai que des bike fit, j'aimerais aussi ne pas me blesser bêtement sur une mauvaise posture, etc. Tenir 1000 bornes, chose qu'à l'entraînement, tu peux pas faire. Surtout que j'ai commencé à me préparer, il faisait froid. Quand je suis parti, les quelques matins où je suis parti de nuit pour un peu tester mon éclairage, etc., il fait froid. Et ouais, je me découvre, c'est exceptionnel. Avant, je faisais le sport pour la performance. Au début, c'est une passion. Après, tu le fais pour la performance. Donc, tu veux nourrir cette performance. Donc, si tu n'en fais pas, tu as de la culpabilité, etc. C'est toujours vraiment, c'est très subtil. Alors qu'aujourd'hui, de par cette pause, je fais le sport parce que je le veux. Donc, c'est assez incroyable mentalement. Tu te réveilles le matin, tu pars. Avant, je me serais dit, mais 4 heures du matin, 3 heures du matin, tu te réveilles, tu pars en vélo, mais tu es malade. Et là, en fait, je pars, je suis heureux, je monte sur le vélo, j'entends les oiseaux. Je suis encore plus heureux quand il n'y a pas de lumière, quand je ne suis pas dans les petits villages, dans les villes. Je me découvre, c'est pour ça que je suis ici. Pour Axel, quand tu les entends, ces différences un peu de la préparation dans la façon d'aborder cette course, ça serait quoi une préparation idéale pour un Bikeman Corsica? Ah, une chose, je te coupe, pardon, mais j'ai lu aussi, j'ai visionné aussi tous vos tutos, les petits reportages, etc. Et un petit truc qui m'est resté dans la tête, je ne sais pas pourquoi, c'est Axel disait il faut minimum 8 heures, maximum 20 heures, donc pas en faire pas assez, mais pas trop. Je sais pas pourquoi j'ai cette ligne qui est directive qui m'est restée dans la tête. Minimum 8 heures ou maximum 20 heures à pédaler. À pédaler, bien sûr, d'entraînement. Mais La ça m'est resté. préparation idéale pour le Biking Man de Corse, je pense qu'on c'est un équilibre dans les deux témoignages qu'on a qui valent de l'or, hein, parce que d'un côté on a on a un podium, hein, on a presque un vainqueur qui partage son expérience, et de l'autre on a un sportif de très très haut niveau qui a poussé à l'extrême finalement la préparation technique de son sport, parce que pour arriver à ce type de niveau-là, c'est chaque détail, chaque grain de sable, ça prend des proportions de dingue. Mais en même temps, on sent chez les deux profils qu'il y a une volonté de techniciser la pratique parce que c'est leur approche. Ça me fait sourire parce que vraiment on en parlait un peu en antenne. Ils partagent cette volonté de rentrer dans la technique pour essayer de comprendre et essayer de s'améliorer. Mais
au final, moi j'ai un adage que j'utilise souvent, c'est de se préparer pour l'imprévisible pour ce type d'épreuve. Et bon, Maximilien, il connaît un peu parce que je me souviens comment il est arrivé l'année dernière avec la couverture de survie et ainsi de suite. Je pense que Gauthier, ça va être une renaissance. Je pense que ça va être une expérience extraordinaire parce que du coup, il a tout son bagage, mais en même temps, il est là pour apprendre plein de choses et l'Allemagne 7, il a vraiment l'état d'esprit pour ça. Donc, la préparation idéale, c'est de se préparer pour l'imprévisible et d'essayer d'être le moins choqué possible mentalement, au-delà du physique, d'être le moins choqué mentalement par tous les aléas que représente cette boule à facettes de la pratique de l'ultra-distance vélo, parce que il y a plein de choses qui peuvent se dérouler. Moi, je reviens d'une reco au Maroc, mon corps s'est pas comporté de la manière que je le souhaitais, et voilà, j'ai eu un début d'occlusion intestinale, c'est grave. Et voilà, il faut arriver à comprendre pourquoi, comment, et c'est ça qui est génial sur cette pratique, c'est qu'il n'y a aucune certitude. T'as beau venir avec tout ton bagage, t'as beau te préparer le maximum que tu le puisses, matériel, mental, préparation physique. Il y a toujours des aléas, il y a toujours à apprendre. Et j'ai eu la chance de pratiquer plein de sports. C'est un peu la chance de ce type de pratique, c'est que c'est presque sans limite. Même dans l'échec, t'apprends. Moi, j'ai appris au Maroc là. Donc, ouais, se préparer à l'imprévisible. Vous êtes prêts à l'imprévisible, les gars? Moi, je dirais que pour contredire Axel, il y a une seule certitude, c'est qu'il y aura de l'imprévisible, qu'il y aura des imprévus. C'est la seule certitude quand on se lance sur le Biking Man. Et le relativiser. Le sommeil, par exemple, sur la prépa, Ouais. qu'est-ce que vous prévoyez de faire, vous, durant la course, Maximilien? Moi, j'ai bien récupéré du Portugal au niveau physique, mais j'ai aucune idée au niveau sommeil. Je ne sais pas ce à quoi je dois m'attendre. Ce qui est prévu, théoriquement, c'est des micro-siestes. Ouais. C'est micro-siestes plus la première nuit, pour justement garder du jus et pour être fort la deuxième nuit, enfin la deuxième journée surtout, et terminer dans la nuit, la deuxième nuit. Ouais. Et toi, tu prévois comment de gérer ton sommeil? Tu t'es entraîné un peu pour voir comment réagit ton corps ou même pas du tout? Non, j'ai pas pu parce que sinon, je pense que s'entraîner pour cela, il faut être totalement disponible. Je l'étais pas, donc la priorité c'était d'avoir un corps sain et bien manger, bien dormir pour pouvoir m'entraîner. On tape dans on tape dans le système immunitaire quand on dort moins. Et donc j'ai pas pu. Là, mon objectif c'est j'ai une couverture de survie obligatoire. J'ai aussi un bivy avec moi et j'aimerais m'arrêter juste quand je suis fatigué. Je dis juste, ça c'est un objectif. Après, si besoin, je sais qu'au CP1, je peux dormir. Si besoin, j'ai de quoi sur moi m'arrêter à un hôtel, si besoin. Mais aujourd'hui, j'y vais encore une fois pour me découvrir, pas pour être dans le confort. Donc j'aimerais pouvoir faire des micro-siestes. Je veux être participant de cette Biking Man Ultra Corsica en ayant une approche humble plutôt que d'une approche où donner mon maximum. Non, j'aimerais réussir à me préserver et arriver en me disant j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Et après, voilà, je suis sportif et ça va être une guerre mentale. De dire va te faire foutre au mental et voilà, et de faire, je pense, plus dans la douleur, mais aussi dans la performance. Mais tu disais de sortir de ta zone de confort. Tu as déjà été un peu dans l'extrême durant ta carrière de sportif professionnel. T'as encore besoin de ça? Ouais, parce que c'est à l'infini. Après ma carrière, quand j'ai arrêté, j'ai profité de ma bonne condition physique pendant 1 an pour faire de l'alpinisme notamment, pour faire des sommets, alors il y a des sommets, tout le monde rêve de l'Everest, de l'Himalaya, etc. Mais il y a plein de petits sommets chez nous qui sont très compliqués. Donc j'en ai fait, j'étais hors de ma comfort zone à dormir dans des cabanes d'hiver, en autonomie, etc. Mais encore une fois, pas sur un vélo, pas avec de la consommation, pas en compétition. Donc voilà, je suis là pour l'expérience et découvrir aussi la Corse, ça va être magnifique. Ça va être magnifique, donc je me pose pas toutes ces questions. Ouais. Quand tu entends ça, ça te fait plaisir? Ouais, parce que c'est une chance d'avoir des sportifs de haut niveau comme ça qui viennent sur le Biking Man. C'est une des spécificités aussi d'avoir des amateurs, des anciens pros qui se mélangent. Parce que c'est rare d'avoir autant de profils, de backgrounds sportifs différents, parce que chacun va avoir tu parlais de l'alpinisme, j'envoie un clin d'œil à Jason Black qui était le premier Irlandais à avoir gravi le K2 face nord.
Quand tu te retrouves sur la ligne de départ avec un monument comme ça, il va aller puiser dans des ressources que tu n'as pas, mais en même temps, il va te respecter parce que il sait que tu as des ressources que lui n'a pas parce que tu es allé les puiser dans d'autres expériences personnelles. Et c'est un peu ça le championnat Bikingman Origin, hein, c'est que sur la ligne de départ, tu as plein de profils de passionnés de sport en fait, qui se mélangent et qui ont tous le même objectif finalement, c'est d'essayer d'arriver sans encombre à la ligne d'arrivée et d'aller puiser dans des expériences personnelles qui sont toutes différentes. Et c'est pour ça qu'on a un peu de mal d'ailleurs à dire c'est quoi la clé. Il n'y a pas de clé en fait. C'est chacun a un peu sa clé et il faut pas essayer d'écouter Gauthier en disant c'est peut-être ce que Gauthier fait qu'il faut faire ou Maximilien, c'est peut-être ce que Maximilien fait qu'il faut faire ou Axel. C'est chacun doit un peu trouver sa clé à outils pour arriver à débloquer son potentiel et arriver au bout de ce type de défi. Parce que je pense que, et tu le sais, au départ c'est comme ça un peu qu'on s'est un peu rencontrés. Ouais. Mon cheval de bataille c'est de montrer que c'est ouvert à beaucoup plus de gens qu'on imagine dès lors que on sort un peu du périmètre ultra compétitif. Tour de France, il faut rouler à 45 en peloton avec des niveaux de performance hallucinants parce que c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de mental et que le physique c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont un mental d'acier pour plein de raisons et qui peuvent, à mon avis, se révéler sur ce type d'épreuve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est qui va franchir la ligne d'arrivée en premier. On n'en sait rien, en fait. Et ce qui est rigolo ici, en venant sur ce plateau et à ce premier briefing, c'est que ça ramène le sport à la pureté du sport. Et aujourd'hui, de trouver des éléments comme ça, des moments comme ça, c'est assez rare, avec tout type de personnes, tout type de budget, tout type de vélo, tout type de profil, tout type de profil d'apparence. Et je veux dire, en F1, tout est brillant, toutes les voitures brillent comme du diamant, tous les athlètes aussi, au foot, au cyclisme, pour mon sport, pour le motocross, etc. Là, non. Et je reviens un petit peu sur mes premières, pour ma petite histoire, quand j'ai commencé à être amateur. Moi, le motocross, il y avait de la terre, du sable, des terrains durs, de la boue, des terrains poussiéreux. Et il y avait des fois, tu arrivais dans un pays type les Pays-Bas ou type la Belgique, dans le sable. Tu venais du sud de la France et il y avait des mecs que tu n'avais jamais vu leur prénom. Ils allaient beaucoup plus vite que toi, mais ils roulaient bien que sur ce type de stall. Et alors là, au Biking Man, c'est un petit peu pareil. Je me prépare à ça aussi parce que je fais partie de ceux qui ont un vélo nickel. J'ai la chance d'avoir un vélo top, d'avoir un équipement top, etc. Et je pense qu'il y a des machines tous les jours qui s'en tapent du matos, qui ont mis de l'huile de vidange sur la chaîne et qui vont pédaler avec moi. Non, mais c'est une réalité. Et, et ça ramène le sport au sport, à l'essentiel. Et sur 1000 bornes, il y a beaucoup de valeurs personnelles qui ressortent. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il y a vraiment un good mood ici. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je ressens ça. Ouais. Tu confirmes, hein, Maximilien, tu as déjà vu sur les précédentes courses. Je me rappelle du briefing d'Axel qui disait toujours au Biking Man, c'est des gens normaux qui font de l'exceptionnel. Et je pense que c'est la réalité. On a tellement de profils. On a des sportifs de haut niveau comme Gauthier. La Corse, vous avez eu une championne de ski, etc. Et puis on a des gens qui travaillent à temps plein dans les associations. On a des femmes, malheureusement pas tant que ça, mais c'est accessible à tout le monde. Si on a l'humilité de reconnaître le challenge, de s'y préparer sérieusement, c'est accessible à tout le monde de le terminer. Et bien sûr, au niveau compétition, il n'y a pas que les watts par kilo ou que la qualité de ton vélo, économiser des watts sur la chaîne, etc., qui t'amène devant. C'est vraiment être prêt à l'imprévisible. Et de se dire mentalement je sais que je suis dedans pour 48 heures, 60 heures et ça va bien se passer. Même si j'ai un problème, je saurai le réparer. J'ai des participants autour, j'ai la famille Biking Man autour, j'ai des Race Angels. Pour moi, on en discutait hors caméra, Gauthier et Axel, en disant Axel un peu le chaman et le centre de l'attention. Et pour moi, oui, je reconnaissais Axel des vidéos, mais mon souvenir de Biking Man Corsica l'année dernière, c'est Serge, c'est le motard. Pour moi, je voyais Serge au loin, j'étais Serge, voilà Serge, je suis trop content de le voir. Et c'est le Marshall de la moto de tête. Et à la limite, pour oublier que t'as mal aux fesses, pour oublier que t'as un coup de soleil, etc., t'as envie de savoir comment lui va. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Tu sais qu'il fait à peu près la même chose. Qu'il fait le même circuit, il doit ramener une moto quand même d'une centaine de kilos dans les virages, etc. C'est quand même pas simple non plus.
Et à basse vitesse, à mon avis, il doit bien chauffer aussi. Donc on sait qu'il est là avec nous, qu'il est là en support, qu'il est là pour la sécurité, mais que c'est dur pour lui aussi. Et en fait, le fait de penser aux autres à côté, ça donne plus d'énergie, plus de courage. Et c'est la même chose quand tu regardes sur le tracker, tu dis ah ouais, lui est derrière, mais il est derrière depuis 1 heure, à mon avis il galère autant. Il souffre. Ou par exemple en Portugal, j'ai une crevaison, j'ai mis 1 heure et demie à réparer, gros trou, enfin bref, d'un point de vue technique c'était un peu la galère. Et j'ai mis dans le WhatsApp, ok, faites attention, il y a vraiment un trou énorme à cet endroit-là, kilomètre 800. Et j'ai vu 1 heure plus tard que celui qui était derrière moi, il s'était arrêté au même endroit, il a pas ouvert le WhatsApp et il a pas vu qu'il y avait aussi un trou. Et je me dis, ok, c'est en même galère. Et donc au début, c'est vraiment l'entraide, c'est vraiment la valeur numéro 1. Et quand tu fais la course et que tu regardes sur le tracker, après, tu dis, je sais que j'étais vraiment au bout de ma vie dans les 200 derniers kilomètres l'année dernière. Et tu dis, ok, lui, il est 30 bornes derrière, il va être là dans 1 heure et quart. Moi, c'est le crépuscule. Lui, il va passer dans le noir ici. Ouais, il ira pas plus vite. C'est parce que là, je suis vraiment à la limite, mais il ira pas plus vite. Il peut pas aller à 1 km/h plus vite que moi. Et donc, ouais, ça donne la force de savoir qu'il y a des gens autour, qu'il y a cet esprit de camaraderie et de compétition. Et en général, on a des gens humbles autour de nous qui savent ce dont ils sont capables et ce dont ils sont pas capables, mais ils savent que dans leurs limites, ils sauront y arriver au bout s'ils respectent, s'ils écoutent leur corps, s'ils écoutent leur mental. Et certains n'ont aucune expérience de course sur le vélo, aucune expérience d'ultra, mais ils ont l'expérience ailleurs, dans la vie familiale, professionnelle, et on l'utilise. Écoute, tu parlais de Serge, hein, évidemment, il va encore vous accompagner durant toute la course. Donc Serge Le Marchal et tous les Race Angels, d'ailleurs, on sera là pour vous suivre et venir vous soutenir moralement si on vous croise. Mais en tout cas, merci messieurs d'avoir participé Plaisir. à un instant de cette émission avec nous. Maximilien, tu nous rappelles ton numéro ? 121. Et toi, Gauthier, c'est le 199. Vous pourrez les suivre tous les deux sur le live tracking avec notre partenaire Okawa, live tracking GPS en temps réel durant la course. Donc si vous avez envie de suivre un peu leur performance, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. D'ailleurs, il est dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez les voir évoluer jour et nuit donc durant ce Bikeman Corsica. Merci messieurs, je vous libère. Merci. Vous pouvez y aller. Merci à vous deux. Merci. Et puis nous, on va enchaîner. Demain. À demain, ouais. Départ lundi 5h, on vous le rappelle. 5h pétante. Et donc nous on va enchaîner sur cette émission. On va maintenant, après la préparation, parler du parcours. Quel parcours nous a réservé Axel cette année ? C'est la 6e édition du Bikeman Corsica. On le rappelle, 1000 km, 18 000 mètres de dénivelé positif. Il y a eu quelques changements. On va peut-être en parler tout à l'heure avec Axel, puisque l'année dernière, il y avait notamment l'une des grosses difficultés, c'est le col de Bataille, qui n'est pas au programme cette année puisqu'il est fermé à cause de travaux. Alors on a dû dérouter un petit peu. Il y a une difficulté en moins, mais c'est certain qu'Axel en a trouvé d'autres pour remplacer ça. Et pour parler de ce parcours, on a de nouveaux invités avec nous. Anthony Duriani. Salut Anthony. Bonjour. Comment ça va ? À côté de moi. Ça va Anthony ? Ça va, merci. On rappelle, tu avais gagné le micro, monsieur. Ouais, tu avais gagné le Bikeman. Tu es déjà corse, tu connais bien la région. C'est sûr que c'est vrai, j'ai gagné. Et tu avais gagné le Bikeman Corsica en 2021, hein, ouais. N'est-ce pas ? 2020. 2020. Durant le Covid, malheureusement. Ouais. Pendant cette édition un peu folle. Pendant cette édition totalement folle et unique, d'ailleurs. Non. Et à tes côtés, il y a Anouk. Salut Anouk. Salut tout le monde. Comment ça va ? Très bien, à côté d'un grand champion, donc ça ne peut qu'aller. Et d'un ancien. Toi, tu participes à ton deuxième Bikeman. Voilà, exactement, le deuxième. Tu avais fait le Bikeman Euskadi l'année dernière. Oui. Et donc, on va parler de ce parcours, Bikeman Corsica, avec toi, Anto. Tu vas nous donner les petits secrets. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte cette année ? Attends, je dois ajouter quelque chose. Il y a le chef. Je dois ajouter quelque chose, parce que Anto, il est là pour parler du parcours. Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Ouais. Et ça fait partie d'une des très très belles rencontres du Bikeman Corsica, puisque depuis qu'on s'est rencontrés au départ, il a commencé en équipe sur Bikeman. Et il nous a donné des sacrés coups de main pour justement améliorer la trace, parce qu'entre la trace dont il va parler aujourd'hui, le parcours de 1000 km, et il y a 6 ans, il y a eu plein d'échanges, plein de discussions, plein de travail. On a passé énormément d'heures aussi sur la route, et Anto a été un des piliers là-dessus. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons un bijou. C'est comme ça qu'on a scellé notre amitié. Les premières fois qu'on s'est rencontrés, il m'a emmené au Pigne. Il faut juste préciser que quand même, les choses qui n'ont pas changé,
c'est vraiment le départ et l'arrivée. C'est vraiment Axel. C'est déjà pas mal. C'est vraiment le départ. Il y a vraiment un intérêt pour séparer la course. Pourquoi? C'est-à-dire, explique. Donc le parcours. Moi, je dis qu'à mon sens, les 300 premiers kilomètres font partie des 300 kilomètres les plus durs du Biking Man, ex aequo avec le X ou le Scadi, Dans Le le X. championnat global. dans le championnat global. Le X, Parce tu que- parles de celui qui a eu lieu dans les Alpes. Exactement. Et puisqu'il n'a pas encore, Ah oui. Parce qu'en termes de chiffres, encore vu le c'est Maroc. moins impressionnant, mais on ne prend pas assez en compte l'état des routes, le fait que les routes soient très serrées, que le dénivelé soit irrégulier. On ne prend pas assez en compte ça. Donc franchement, les 300 premiers kilomètres sont très durs. Et après, le parcours est beaucoup plus facile. Et l'erreur de tous les concurrents, tous sans exception, Même toi? même moi, on peut prendre tous les compteurs, sans exception, les 300 premiers kilomètres, ils roulent à fond. Souvent, ça dure que 200. Et après, les gens, ils s'écrasent tous. Et c'est de la survie pendant 700 km, sans exception. Et après, les gens, ils gagnent parce qu'il y en a qui craquent. C'est très rare que les gens gagnent parce qu'ils arrivent à se surpasser. C'est très rare, du moins en Corse. Ça a toujours été parce que les gens ont craqué, d'autres ont gagné. Et donc cette fois-ci, tu vas faire comme d'habitude ou tu vas essayer de changer, enfin de retenir la leçon? Pour moi, personnellement, cette année, mon but, c'est juste de faire ma course, de la finir surtout. Voilà. Il n'y a pas d'objectif de temps ou de classement, surtout de classement. De temps, à la rigueur, oui, j'ai des petites idées, mais il n'y a pas d'objectif de classement. Parce qu'on le rappelle, les dernières Bikiman que tu as fait, je crois les 2 derniers, Encore, c'était j'ai dû Abandon. abandonner. Exactement au même endroit en plus. Après, c'est psychologique, hein. Parce qu'une fois qu'on en a fait un, on peut en faire 10. Si vraiment on a envie et qu'on les fait pour les bonnes raisons et qu'on part dans de bonnes conditions. Bon, et toi, Anouk, tu connais un peu le parcours, tu l'as analysé? Tu connaissais la Corse ou c'est la première fois déjà? Alors, c'est ma première fois en Corse. Ok, donc, découverte totale. Découverte totale. Une première fois se fait toujours à vélo. C'est le principe de base. D'accord, ok. Donc, non, c'est première fois en Corse. Backingman, comme tu l'as dit, donc j'avais fait Pays Basque. Ça a été une expérience juste exceptionnelle. Et voilà, j'avais dit que ce serait le début d'une longue aventure si tout se passait bien. Donc, tout s'est très bien passé. Du coup, voilà pour la Corse. On m'a dit que Axel nous avait tracé un parcours exceptionnel. Donc, ça suffit à me convaincre. Donc tu as regardé les difficultés un peu, tu sais? Oui, dans les grandes lignes. Après, c'est vrai que comme c'est C'est quoi disons que c'est quoi plutôt toi qui t'interpelle sur ce parcours? Ou qui te fait naître quelques craintes? réussir à me gérer. Voilà, c'est surtout ça. C'est même pas tant le parcours, c'est que en fait, un parcours en fonction de la qualité des routes, en fonction de la chaleur, de l'heure, du temps, des émotions, ça peut quelque chose qui se passe très bien habituellement peut un peu moins bien se passer, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est très difficile à anticiper. C'est même pas l'idée pour moi. Par contre, partir vraiment tranquillement, se dire on part sur 1000 km, s'arrêter le moins possible, être le plus régulier, la plus régulière. C'est l'objectif. Et toi, tu arrives à te gérer ou tu es plutôt, comme disait Anthony, tu es tenté par partir fort, suivre les concurrents? Alors, je vais tenter de me gérer. Non, je vais me gérer. Je vais me gérer, là, c'est que le deuxième. Donc, le deuxième, ça se gère, c'est comme le premier. Voilà, on met sa dignité de côté, on se fait doubler. Et puis, petit à petit, on récupère à la Pac-Man des concurrents. C'est ce que tu avais fait au Pays Basque, non? Exactement. Tu avais fini combien du coup? 9e. Mais tu m'avais 10, dit? ouais. Oui. Ah, top 10. Mais tu Oui. m'avais dit qu'au départ, je crois, la première journée, tu étais dans les 80. c'est ça? Exactement, exactement. En fait, je suis partie en milieu de peloton. J'ai été doublée par voilà, des personnes, pas mal de concurrents masculins, en danseuse dès les premières bosses, tout ça. Bon, je me suis gérée. Je me suis dit, j'avoue, au départ, j'ai pas du tout le niveau d'être ici, puisque bon, quand on se fait doubler comme ça au fur et à mesure, c'est voilà, en termes de c'est pas évident non plus quand habituellement. Tu veux dire à gérer C'est psychologiquement? exactement ça. Voilà. Et puis en fait, arrivé au premier checkpoint, on me dit tu es 25e. Et là, je me dis, ah ouais, là, je suis passée de second checkpoint. On me dit, tu es 9e. Ça, Et c'est. là, je me suis dit, mais j'avoue que voilà, émotionnellement, ça procure une sensation qui est assez exceptionnelle. Hein. Donc j'ai terminé sur le même niveau, 9e. Voilà, ça nous rappelle ce que nous disait Jacques Barge, hein, faut gérer. Il faut gérer, exactement. Et comme disait encore Anthony il y a quelques instants, ne vous laissez pas enflammer dès la première journée. Ouais. Bon, Axel, ce parcours,
Dis-nous tout, qu'est-ce que tu nous as concocté cette année? Quelles sont les différences à peu près par rapport à l'année dernière? Globalement, c'est une copie conforme de l'année dernière, avec un aménagement qui est lié plutôt à la contrainte de l'aménagement du territoire, puisqu'on a le col de Battaglia qui est fermé pour travaux. C'est un bijou, dommage. C'était le col, le col le plus dur de Corse, on peut le dire, après avec le col de Verge. Mais le col de Bataille, c'est vraiment l'un des plus durs. Là, pour le coup, il n'est pas au programme. Donc Anto nous a recommandé une petite alternative pour récupérer un petit peu de dénivelé dans le cap et donner aussi un petit peu d'incertitude sur qui pourra prendre la tête et dans le classement en fait, pour descendre sur le port de Centuri. Et on a inversé également la boucle de Barcage, qui est pour moi la dernière pépite sur les recommandations d'Anto aussi par rapport à la qualité de la route. Donc c'est globalement les mêmes ingrédients que l'année dernière, sans Battaglia. Donc je ne vais pas dire que c'est plus facile, parce qu'a priori, côté météo, on va peut-être avoir des surprises, notamment sur des orages potentiels. Là où l'année dernière, on avait eu très chaud. Là, il y aura la pluie à gérer. Et la pluie, généralement, ça dépend. Mais ça dérange quand même souvent plus de gens, la pluie, que la chaleur. Mais globalement, on n'est pas sur une trace parfaite, parce qu'on peut toujours améliorer. Mais je pense qu'en termes d'ingrédients, moi, je l'ai faite plusieurs fois. Et à chaque fois, je rêve de la refaire. C'est dur de l'améliorer parce que c'est la sécurité des coureurs surtout qui fait qu'on ne peut pas trop l'améliorer. On pourrait l'améliorer, mais vu les automobilistes et tout, ça devient dangereux après de l'améliorer. Il y a encore de très belles routes qui sont un peu plus dangereuses, c'est ça que vous voulez dire? Pas facile d'accès. On est obligé de prendre des routes principales pour y aller. Et du coup, ça devient dangereux ou c'est moins logique. Oui, et puis ça rajouterait aussi du dénivelé. Là, actuellement, on est sur un format quand même qui a 18 000 mètres. Au départ, la Corse, tu te souviens combien c'était en 2018? C'était 11 000. C'était 11 000 mètres. Donc on a à la fois allongé, parce que c'était 600 km, le format initial du Bikeman Corsica il y a 6 ans. Maintenant, c'est 1000 km pour le format standard des épreuves sprint. Mais c'est quand même 18 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est la moitié du dénivelé du Tour de France que tu fais en 2-3 jours. Bon, ça reste quand même une épreuve très sérieuse, la montagne dans la mer, mais exceptionnelle, parce que encore une fois, le territoire, il est fait pour être exploré à vélo. Les routes sont étroites, donc moi j'ai presque plus peur côté sécurité pour les véhicules, parce que quand on est en voiture, et tu le sais bien mieux que personne, c'est très très chaud. La Corse, c'est très très dur à suivre, très fatigant mentalement. C'est très dur pour nous côté orga, parce qu'en fait on est frustré en permanence de ne pas pouvoir doubler à la fois les vélos et même d'être plus lent que les cyclistes. Et c'est un gros défi, parce qu'à la fois on veut essayer de rallier des points emblématiques magnifiques pour plein de raisons, notamment la Castaniche, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus, mais en voiture c'est inaccessible en fait, c'est très très compliqué. Mais du coup c'est un privilège pour les ultracyclistes, parce que tu as des points de vue extraordinaires sur les montagnes, sur les villages, et puis sur le mode de vie rural de l'île, avec la dualité que je trouve aussi super intéressante de la côte ouest, pays ajaxien, Porto, où là le dénivelé est quand même plus facile à manger, c'est plus régulier, et c'est plus la carte postale que l'on voit et qu'on peut imaginer de la Corse. Moi, après, mon amour pour ce parcours, c'est surtout le parc naturel régional. C'est vraiment le départ jusqu'à Porto. C'est la première partie du parcours. C'est la première partie pour moi. Peut-être qu'un jour, on fera un aller-retour. La partie la plus exceptionnelle, parce que je trouve ça, des pays. Donc là, on est au cœur de l'île, on n'est plus du tout dans la côte. On est au cœur de l'île. Le parc naturel régional, c'est Biguglia, donc sud de Bastia, et on traverse tout le parc, la Castaniche, pour rejoindre Porto Vec. La montagne pure. Donc c'est que de la montagne. Il y a plein de cols, plein de montées, plein de variétés de paysages, de variétés d'architecture aussi en termes de construction de villages, d'églises, basiliques et tout. C'est vraiment c'est le premier tronçon pour moi je rêverais de pouvoir le refaire là, demain. Mettre mon vélo sur tu confirmes toi, Anthony, ou... Ce que je trouve aussi sympa, c'est qu'en Corse, en fait, on a l'impression qu'on est dépaysé. Il n'y a rien. Les 400 premiers kilomètres, il n'y a quasiment rien. On passe pas de ville. Donc on est en pleine nature. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, ça rajoute aussi la difficulté. On n'en parle pas assez. Tu veux dire que c'est plus difficile de se ravitailler pour l'eau, pour la nourriture? Quand tu es dans les Alpes ou dans les Pyrénées, et tu passes par des stations de ski où il y a du monde toute l'année, où c'est la ville dans la montagne, quoi. Et là, en Corse, oui. Il n'y a rien du tout, quoi. En plus, le lundi de Pentecôte. Voilà. Non, mais bon, il n'y a rien. Après, même sur la côte ouest, après partir à la côte ouest, tu traverses des grandes villes de temps en temps. Mais quand même, quand il n'y a rien aussi, il n'y a rien. Même sur la côte ouest, qui est quand même sur une route principale, quoi. Donc en fonction de ton heure de passage, ça peut être compliqué. Entre Porto et Calvi, je crois qu'il doit y avoir 75 ou 80 km.
Il n'y a rien. Il y a des rochers. Donc si tu es à court de nourriture ou d'eau, Ah ouais. ça peut devenir très Ah ouais. Tu compliqué. écoutes la mer et t'espères Ouais. un jour boire l'eau salée. Ah, si tu vas là l'hiver, tu es au milieu de nulle part. Pourtant, il y a la mer. Bon, vous parliez des paysages, faites-nous rêver. Donc il y a le parc régional, il y a aussi un peu la mer. Le Parc Cap. naturel régional, après on bascule côté Il y a les ouest, fameuses donc calanques l'est de à Piana. l'ouest, parce qu'il y a l'Hospédale et Bavel, donc Mm. qui sont deux cols emblématiques quand même, et deux cols symboliques qui sont magnifiques. Donc ça, c'est après le checkpoint 1 qu'on ça, rappelle, c'est et le à checkpoint Porto 1. Vec. Avant et après. Après on Avant, descend ouais. en fait, ouais, c'est ça. On descend sur Porto Vec et après on remonte. Et c'est après le kilomètre 400. Ouais. Ok. Pays ajaxien, là ça devient un peu plus sport parce qu'il y a plus de circulation parce qu'il faut passer du coup Ajaccio et après rejoindre les calanques de Piane Ouais, oui. en longeant la côte. Le Là, faire attention parce que si t'es Ouais, fatigué, t'as moyen de t'épuiser parce qu'il Il y a 60 km quand même de. Je n'ai pas fait tous les Breaking Man, mais c'est vrai que ces 60 km là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a autant de trafic, quoi. C'est vrai, hein. Donc attention, attention. Il y a quand même du trafic, quoi. Bah, surtout pour en fait la configuration. Il y en a beaucoup le matin si tu arrives. Oui, bien sûr, ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure, quoi. Mais si tu arrives C'est la même chose, oui. si tu bascules de nuit et que tu arrives, parce que les premiers arrivent au checkpoint 2 sur Porto, généralement en début de journée, bah, ils passent la nuit quelque part sur la côte ouest et ça c'est Ouais. pas mal. Ouais. Ça, c'est intéressant. Par contre, ceux qui ont dormi avant et qui arrivent à Ajaccio en pleine rush hour, bon, l'accès est pas mal. Quand tu vois la baie d'Ajaccio et que tu Ouais. viens de Sartène, c'est sympa. C'est Ah quand ouais. même un point de vue que je trouve extraordinaire parce qu'on l'avait fait bien pendant sûr. le couvre-feu à l'époque et c'est vraiment sympa. Par contre, c'est pas cadeau parce qu'il y a des gros pétards, il y a. Faut pas se fier au. Faut pas se fier au profil Aux chiffres, parce que hein. jusqu'à Porto, c'est de la petite colline en permanence, tu grimpes tout le temps et après de Porto, il y a la petite surprise de Calvi qui est pas mal. Hein. C'est quand même sympa l'ancienne route de Calvi qui est extraordinaire. Mhm. D'un point de vue visuel, moi c'est un des souvenirs vifs que j'ai de la reco qu'on avait fait avec Anto. Ouais. Quand tu arrives avant Calvi sur l'ancienne route là après Galère, c'est Là, on est au nord-ouest de l'île maintenant. là on est après Porto, après le CP2, Ouais. en direction de Calvi et après Donc on on est, monte en déjà, Balagne. on est sur la côte. On est sur la côte, on est sur une route défoncée, mais alors qui donne accès. Mais c'est super qu'elle soit défoncée parce que ça donne accès pour les participants à un point de vue qui est juste extraordinaire avant Calvi sur la géologie du site qui est ouah, vraiment Ultra sauvage. c'est très très sauvage exactement. Ça ressemble à rien de ce qu'on a pu voir auparavant. C'est indescriptible, faut y aller, faut aller voir en vélo. Et il n'y a pas beaucoup de voitures parce que il y a plein de raccourcis pour aller à Calvi autrement. Et il n'y a personne qui va, même les cyclotouristes qui font du vélo, peu de gens prennent cette itinéraire. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile, il y a du dénivelé. Et parce que souvent, c'est des gens d'ici qui font les itinéraires. Donc, ils prennent les routes qui sont plus vendeuses parce que la route est plus belle. Parce que D'accord. Parce que celle-là, elle est vraiment en mauvais état. Vraiment. Mais la maintenant, avec la contrepartie, c'est qu'on a le technologie point qu'on de a vue. dans le vélo, en vrai, ça va. Hein. Oui. Si tu as le bon matériel, c'est Oui. c'est juste qu'elle vibre, quoi. Et après ça, on enchaîne avec le Cap Corse. On a la Balagne. Pas de suite, quand même. Ouais. La Balagne, La Balagne, elle n'est pas cadeau. Hein. La- Parce la- que même s'il n'y a pas bataille, il y a ces. la ces- Balagne, avant, il faut rappeler quand même que l'année où j'ai gagné, d'ailleurs, la Balagne, c'était cadeau. Effectivement, une fois arrivé à Calvi, on se dit, bon, c'est fini. Il y a un peu le cap, vers la fin du cap, où ça pique un peu, mais ça va, après tout ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, arriver à Calvi, c'est pas fini, justement. C'est ça qui est intéressant. Sportivement, c'est pas fini. Il y a quelques difficultés qui font que je dis, putain, il y a ça encore quand même. Putain, avec tout ce que j'ai fait là, c'est dur. Hein. Et puis le point de vue est sympa. Le point de vue est aussi exceptionnel. Hein. Quand tu es en balade, c'est des routes un peu de balcon, où Ouais. tu surplombes la mer. Donc, tu as toute la mer Méditerranée que tu as longée vraiment de très proche depuis les Calanques. Là, Mhm. tu surplombes à quelques kilomètres. Donc, tu as vraiment des points de vue qui sont extraordinaires. Et après, tu arrives dans le désert d'Agriat où tu pénètres dans le désert parce qu'il faut rappeler qu'il y a un col avant, il faut le monter. Généralement, tu es poncé là. Et il y a encore un endroit C'est sauvage bien quand pensé. même. Il y a encore un endroit sauvage. Quand quand on sort de la Balagne pour aller rejoindre plutôt le désert des Agréates, il y a un endroit vachement sauvage. Ça va en surprendre. Même cette année où on va pas bataille, quand même, ça peut être surprenant. Il faut pas qu'il fasse gris et qu'il y ait un orage. Bon, quand t'entends ça, Anouk, Je Ça suis t'inspire encore plus quoi impatiente. ah oui. Ouais. Ouais, Ah, ouais. c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est un concert de louanges. Ouais. Et on en parle des difficultés ou pas? Ça se mérite quand même, hein? Franchement, les difficultés, elles sont pas si dures que ça, mais c'est comment on les aborde. Parce que nous, en plus, enfin, Axel, moi, on l'a fait déjà plusieurs fois ce parcours. Pas que à travers le Biking Man, en reco, en entraînement. Donc on l'a vu sous toutes ses formes, l'hiver, l'été, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud. Donc ça peut vraiment, tous ces facteurs-là, on
On peut faire 10 fois le parcours et le voir 10 fois différemment. Toi, tu comptes le gérer comment, ce Bikeman, d'ailleurs, en fonction de ce qu'on vient d'entendre? Tu prévois de t'arrêter la nuit pour dormir? C'est en mode course à tout prix ou plutôt découverte? Découverte, mais je m'arrête pas pour dormir. Ok, donc c'est plutôt à la sensation alors. À la sensation. Ouais. Donc des micro-siestes. C'est ça, ce qu'on peut appeler micro-sieste, 15 minutes. Bah, tu Ouais. dormiras dehors, quoi. Tu réserveras pas un C'est hôtel. ça. Non, du tout, je dors dehors. Mais- Une micro-sieste, 15 minutes, c'est suffisant et puis c'est reparti. Mais t'as l'équipement pour ça, pour dormir dehors? Ah ben, je me T'as suis quoi fait comme à moi-même. équipement? Une veste Gore-Tex. C'est tout? C'est Donc un caillou comme oreiller, quoi. Un caillou comme oreiller. Ou un Voilà, arrêt de casque, bus. hein. C'est testé, c'est approuvé, ça fonctionne. Donc là-dessus, j'ai pas changé. T'as testé ça, toi, Anthony? Il y a ce qu'il faut pour dormir dehors comme J'ai ça? jamais dormi dehors. Hein. T'as jamais dormi dehors, toi? Jamais de ma vie. Hein. Jamais fait ça. Sur aucun Bikeman? Aucun biking man. Hein. Mais t'as déjà fait des siestes? Ouais, une sieste. C'est le sport national encore, heureusement. J'ai peut-être même fait des siestes en pédalant, mais ça, je me rappelle plus. Donc là, tu vas te trouver des petits hôtels pour dormir au chaud. J'ai Même pas si- de plan, j'en ai fait assez pour choisir ce que je dois faire au bon moment. Toi aussi, t'es au feeling. Après, dans un monde parfait, un jour, je partirai à fond et j'arriverai à fond et je ferai un record de temps que jamais personne n'a fait. Hmm. Un jour, je ferai ça. Pas aujourd'hui. Hmm. Mais un jour, je le ferai. Ça, au fond de ma tête, c'est un jour que j'aimerais faire ça. J'aimerais faire un temps, me robotiser. Mais aujourd'hui, je le fais pas parce que je veux d'abord prendre du plaisir. Et j'ai peur que de se robotiser, ça enlève le plaisir vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, Axel, toi? C'est la meilleure technique? Bah déjà, je Pour lui aborder souhaite la course. de la terminer. Anouk, je m'inquiète pas parce qu'avec le morceau qu'elle a mangé à Euskadi, elle est armée, elle a toutes les ressources pour le faire, elle a le sourire en plus. Et, Ah oui. et Merci Axel. elle a la bonne démarche, la bonne spiritualité pour y C'était arriver. difficile en et plus, c'est hein. objectivement un parcours qui est quand même beaucoup plus digeste que Euskadi. Donc avec le background qu'elle a, aucun souci. Anto, j'espère vraiment qu'il va le terminer parce que c'est un point en fait qu'on a déjà abordé pas mal de fois ensemble, hein, parce qu'on en discute forcément souvent. C'est très dur de revenir sur une épreuve. C'est très dur de te dire, je vais revenir sur le même parcours et me replonger finalement dans la même souffrance, les mêmes difficultés, voire même d'en découvrir des nouvelles dans des endroits où tu avais eu des moments de bien. Et alors que, Pourquoi c'est si dur? C'est parce que ça rappelle ses souvenirs de Parce que- souffrance, par exemple? parce qu'il y a Trop de trop de repères, repères. exactement. Il y a trop de marqueurs où tu dis putain, qu'est-ce que peux- j'étais mal à Je ce peux enlever moment-là, le quoi. compteur. Je peux enlever le compteur et savoir que je suis bien ou pas bien, que je vais vite, je sais pas si je peux. Ici, je peux enlever tout le capteur de puissance et tout. En fait, je mets tous ces éléments-là pour me freiner et pour me rassurer. C'est l'inverse d'habituellement. Quand je pars sur une autre épreuve, je roule à ça, je me préoccupe pas si je roule à 8, à 9, à 10 km/h. Tandis que là, en fait, j'ai les compteurs pour justement être raisonnable et relativiser. Voilà. Toi, tu te sers des outils comme ça? Oui. Tu te repères par rapport aux chiffres du compteur? Un peu, oui, j'essaie, de temps en temps. Quand on fait un bloc de charge et que on est après en partie des charges et que on arrive sur une épreuve comme ça et qu'on a vraiment les 3 dernières semaines descendu sa charge, on arrive en général, on a de bonnes jambes et c'est le moment où au contraire il faut rouler encore plus doucement que ce qu'on est capable de faire parce que ces bonnes jambes, elles sont utiles non pas pour les 200 premiers kilomètres mais pour passer les 1000 en fait. Donc du coup, ça me permet de me dire je me sens bien, je me sens même très bien, mais non. Allez, en dessous, encore en dessous. Et ça me permet d'avoir cette vision-là. Le cardio, non, pas forcément, parce qu'on sait que sur le cardio, de toute façon, à partir du moment où ça monte plus. Mais le capteur, ça ment pas. Enfin, je trouve que c'est utile, moi, sur ces épreuves-là, pour cette raison-là. Toi, tu l'as déjà rappelé hein, dans plusieurs tutos, l'utilité du capteur, ce genre de choses. Bah moi, je roule avec un capteur de puissance depuis 2017. Alors qu'avant, je roulais soit avec cardio-fréquence-mètre, soit aux sensations. C'est un moyen, comme l'a rappelé Anto et comme le partage Anouk, de temporiser, de calmer finalement la fougue que tu peux ressentir, parce que nous, on crée un contexte en fait avec l'événement Bikeman Origin. On crée des conditions avec plein de gens que tu connais pas. Et finalement, ça va te faire prendre des risques aux participants, parce que c'est ça aussi le jeu de la compétition, c'est que tu cours avec des gens, donc tu cours avec, hein, tu cours pas contre. Et en même temps, ces gens-là, quand tu les vois passer, tu dis ah punaise, mes repères, allez, je vais essayer de ne pas les respecter, je vais franchir la ligne pour aller chercher cette personne-là, parce que je me dis que peut-être ça peut être un challenger avec qui je vais me tirer la bourre. Et c'est ça qui est super, c'est qu'à un moment donné, ça reste un jeu. Ça reste un jeu de la compétition, de te dire
Bah voilà, j'ai tous mes outils. Il a beau avoir son capteur de puissance et tout ça, ça va pas empêcher qu'à un moment donné, dans une bosse, il va avoir l'envie finalement de dire bon, écoute, j'écoute pas mon mental, j'y vais. Et quelque part, c'est des erreurs que tu payes cash Ouais. dans l'ultra distance parce que c'est impardonnable. Dans le sens où c'est des cartouches que tu brûles, c'est un peu les 10% de la batterie dans lequel il faut jamais taper, sinon la batterie marche plus. Très souvent sur le premier tronçon, sur les 300 premiers kilomètres, voire les 400, il y en a plein qui vont taper tout de suite dans les 10% de la batterie et puis à la fin ils terminent en PLS parce qu'ils sont tellement fatigués qu'ils n'y arrivent pas. Si tu arrives à te gérer, et le capteur de puissance pour ça c'est un super juge de paix, bah, tu te feras doubler. Et comme disait Anouk, c'est super frustrant. Moi je fais à peu près la même chose quand je pars sur les épreuves, je pars tout le temps dernier. Parce que j'aime bien voilà, prendre le temps de me dire bah, je suis dernier donc tout de même il n'y a personne derrière moi et je vais faire potentiellement que remonter des gens. Et j'aurais pas cette pression de me dire, ah, punaise, finalement, j'écoute pas tous mes repères et toute l'expérience, toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Ça évite d'en commettre davantage. Bah, merci les amis d'avoir participé à cette Merci. émission avec nous pour évoquer ce parcours. Anthony Duriani, tu connais ton numéro de dossard? 139. Et toi, Anouk, c'est le 229. Ok, 139, 229, pareil. Hein, vous pouvez aller sur la plateforme Okawa, le live tracking. Waka. J'ai dit quoi moi? Okawa. Okawa, au café. Exactement, au café. Au Waka, ouais, le live tracking. Waka. Pour suivre leur performance durant ce Bikeman Corsica. On va les suivre. Hein. A priori, vous serez dans la première moitié quand même. Hein. Pas sûr. Hein. Non, pas sûr. Si le niveau peut monter, autant tout le monde Ouais. va arriver vite. Hein. C'est Bravo. comme un concours. Bravo, l'humilité, vous avez raison. C'est ce qui emmène loin. Et la résilience. Ça, on connaît sur le Bikeman. C'est ça. Tu confirmes. Oui. Eh oui. Rien n'est gagné. C'est ça qui est super dans cette compète. Eh ben, merci à vous. Je vous libère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis, donc ça, c'était pour le parcours. Et puis, on va quand même donner un mot des enjeux avec Axel de ce Bikeman Corsica. On a encore un beau plateau avec nous. Donc, on avait parlé tout à l'heure de Maximilien Couvreur, deuxième l'année dernière. Oui. Il y a Anthony Duriani, ancien vainqueur. Et il y a Johan Dercourt qui avait fait deuxième au Bikeman Aura. Et puis, il y a toujours des belles surprises qui viennent, des gens pas forcément réputés dans le On milieu, l'a vu tout à l'heure. comme Gauthier, qui est ancien athlète de haut niveau. Qui d'autre encore on peut évoquer? Bah, toutes les Il y a personnes l'ancien que... participant du Dakar aussi. Oui, il y a Sébastien Cogent, insulaire, qui vient... Encore des sportifs de haut niveau, ça fait plaisir cette qui vient se variété. tester là. Il est remonté à bloc, qui vient se tester. Bon, après, lui, il est plus dans la démarche de terminer le défi, d'aller au bout pour vraiment se prouver qu'il est capable de le faire. Il y a... En fait, dans l'épreuve actuellement, on a un gros line-up comme d'habitude. Je pense qu'il y a pas mal de gens finalement qu'on connaît pas parce qu'il y a plein de first-timers. C'est la première fois qu'ils viennent sur l'épreuve, donc ça va être un peu la découverte pour nous. Après, on remarque qu'on a quand même pas mal d'habitués du circuit qui choisissent la Corse pour le caractère voilà, exotique. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de venir sur la Corse pour l'explorer. On peut citer Philippe et Tony, là, en profil vraiment atypique, qui avait participé au Bikeman France l'année dernière avec Tony qui est non-voyant. Il faut imaginer le défi que ça représente. Donc au-delà de la perf, parce qu'on a toujours un top 10 et probablement un top 20 là, très très relevé sur le Bikeman Origin Corsica 2023, on a surtout et avant tout beaucoup d'aventuriers et d'aventurières qui rêvent d'explorer l'île et qui prennent rendez-vous avec eux-mêmes. Je fais un clin d'œil encore une fois à mon ami Thierry pour se donner la chance d'explorer l'île de beauté. Et j'en suis très heureux parce que c'est la course la plus ancienne aujourd'hui. C'est la 6e édition du Bikeman Origin Corsica, ce qui en fait l'épreuve la plus répétée de manière annuelle. Et je suis très heureux parce qu'il y a quelques années, on m'avait pris pour un fou. Et aujourd'hui, Et nous voilà, ça on continue. est 172 folles et fous rassemblés. Et tu parlais d'aventurier, là on a une aventurière avec nous, avec Véronique. Salut Véronique, Bonjour, comment ça va? ça va bien. Alors on a eu des athlètes de haut niveau, on a des tandems et on a des gens qui viennent aussi de très très loin. Dis-nous d'où est-ce que tu viens Véronique? Alors moi je viens de Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup plus loin. Exprès pour la course. Exprès pour la course, oui. On a la chance de pouvoir y participer pour la deuxième année, puisque moi je le fais avec mon mari, donc en pair. Ouais. Et vous aviez déjà fait un Biking Man. Et on avait déjà eu la possibilité de réaliser celui du Portugal, qui était l'année dernière, merveilleuse aventure l'année dernière. Ouais. en 2022. 2022, ouais. Juste après le Covid, c'était exceptionnel. Et alors là, vous revenez pour la Corse. Pourquoi la Corse? Parce que c'est une île. Et je crois qu'on aime les îles en fait. Donc, et puis que la Corse, ça a l'air tellement beau. Ça peut peut-être se rapprocher un peu de la Calédonie de par certains paysages, mais je crois que voilà, c'est particulier. C'est
de peu que j'en ai vu là, je me dis mais ça va être exceptionnel. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Le Portugal, vous l'aviez complété en combien de temps? Tu te souviens à peu près? Oui, exactement, 99h55. Bon, vous prenez votre temps, vous êtes là pour le plaisir pur. Bah, on prend son temps. Oui, on prend son temps. Oui, bah, oui. Quand on voit que certains arrivent à mettre 44 heures ou 45 heures, oui, on prend notre temps et oui. Pour le plaisir pur, ouais, je crois. Si on peut parler de plaisir quand on a quand même quelques moments de souffrance, on va dire. Mais Bien oui, sûr. le principe, c'est vraiment de profiter au maximum d'endroits qu'on pourrait peut-être pas voir de façon Et aussi. la Corse, tu connaissais déjà? Non, Vous connaissez absolument déjà? pas. Non. Donc c'est Absolument découverte pas. totale aussi. C'est vraiment la découverte totale aussi, ouais. C'est la découverte des paysages, de la culture, du monde corse, de la nourriture qui n'a pas l'air mauvaise non plus. Pour des sportifs, c'est pas toujours le plus adapté, mais c'est pas mal non plus. Donc ouais, non. Et puis les gens, le peu qu'on a pu rencontrer, je trouve que voilà, c'est peut-être le principe d'une île, quoi. C'est ouvert, donc c'est sympa. Ouais. C'est toi qui connais bien la culture corse. Quand on parle de la nourriture, etc., c'est quoi concrètement? Je sais pas si je la connais bien. En tout cas, j'ai En tout cas, des l'accueil, amis, c'est sûr. Déjà, j'ai l'accueil est des amis excellent. maintenant. On a des partenaires aussi corses et en nombre de partenaires. D'ailleurs, je pense que c'est les Corses qui sont les plus représentés dans les partenaires du Bikeman Origin. C'est ça qui est étonnant. Mais pour rebondir sur ce que dit Véro, moi, je partage son analyse sur les insulaires en fait, parce que j'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance de passer du temps dans d'autres îles, notamment à Hawaï, à Oahu. Et tu retrouves en fait dans l'insularité des rapports particuliers avec les gens. Tu retrouves aussi des spécificités territoriales, mais il y a un amour vraiment qui colle à la peau des insulaires. Et moi, c'est ça que j'aime aussi, parce que c'est quand tu les approches de cette manière, c'est-à-dire d'aller à vélo dans des Ouais. endroits où finalement personne ne passe, il n'y a aucun touriste qui va là où on va, notamment sur le premier tronçon, sur les 400 premiers kilomètres, il y a très très peu de touristes extérieurs aux locaux qui passent sur ces routes. Mais il y a un accueil qui est extraordinaire et ça fait partie de l'expérience parce qu'il y a tellement d'idées reçues sur les Corses. Oui, ça en sur plus, il y plein en de a. sujets, Ouais. que ça permet de découvrir un territoire et je suis heureux moi d'avoir des profils comme Véro parce que c'est aussi une manière de participer au Biking Man à part entière. On parle de la compétition bien sûr parce que c'est souvent le chrono qui mène la danse de la communication, des médias et de la frénésie finalement de la performance. Mais au global, la majorité des gens qui participent, c'est des profils comme Véro. Oui, puis La même majorité des gens qui terminent, c'est des profils comme Véro. s'il n'y a pas vraiment de chrono, il y a quand même de la performance derrière, parce qu'il faut quand même avaler les 1000 km et Oui, le c'est ça, profil ça, qui est devant nous, quoi. Donc, de toute façon, il faut, si on veut prendre du plaisir, il faut aussi avoir cette parce qu'on le notion rappelle, d'effort et de. pour finir dans les temps, c'est quand même 200 par jour en moyenne. Sinon, hors délai, et vous n'êtes Si. pas Au moins finisher. 12 à 15 heures de vélo par jour. C'est de toute pour façon rouler. entre 12 et 15 heures de vélo Voilà. par jour, ouais. Donc en ayant, on espère la possibilité de s'arrêter dans un petit endroit sympathique où on sera servi comme au Portugal avec le sourire, avec voilà, et Un bon Donc, c'est repas. hyper le dur. repas, C'est mais hyper dur. voilà. C'est hyper dur Après, pour repartir. Mais je pense que c'est. Enfin, moi, je pense que c'est beaucoup plus dur. Pour moi, partager mon expérience là-dessus, je vise toujours le top 10 quand je participe aux courses. Pas parce que je le veux, mais parce qu'à un moment donné, je me mets dans un mode où je me dis il faut que j'arrive à me sortir de là le plus tôt possible parce que c'est beaucoup de souffrance et Ouais. que la manière d'approcher, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible. Mais j'ai du mal à envisager et j'arrive pas. Je n'arrive toujours pas à faire une épreuve en 5 jours en fait. Parce que je préfère aller vite et traverser plutôt que de me dire punaise, je vais aller un peu plus lentement et prendre plus de temps pour le faire. Parce que mentalement, probablement que j'y arriverai pas, je suis obligé d'abandonner. Oui, alors que moi, et en tout cas, même pour Bruno, mon mari, c'est d'arriver déjà à ces 250 peut-être dans la journée et d'être satisfait de ce qu'on a fait et se dire, bon, bah, allez, on se pose, parce que nous, on veut se poser. J'ai peut-être plus l'âge pour faire à l'extérieur. Et que finalement, voilà, on en profite tout autant. Alors, on arrive en bout de course, mais on est admiratif de ceux qui arrivent à le faire 40 heures. Peut-être que si j'avais rencontré l'endurance avant, j'aurais été un peu comme ça, parce que je suis toujours un petit peu compétitive. Mais bon, là, il faut être raisonnable. Et puis, puis ça vous- pour en profiter, c'est un peu différent. Ça je vous donne pense. la chance et le privilège de pouvoir voir tout le parcours. Ouais. 2 jours. Ouais. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même une Bah, partie. il y a que des vous allez parties faire de nuit. qu'on arrive à faire de nuit. L'année dernière, on est arrivé à faire une partie qu'on s'était promis de ne pas faire de nuit et on s'est retrouvé dessus en se disant ah bah il fait nuit. Bon bah on y va et puis voilà quoi.
Ah oui, parce qu'il y a C'est quand même des aussi beautés. ça, oui. Et puis c'est l'aventure. Si on arrive à faire plus vite, l'année dernière, c'est ce qu'on s'était donné un programme. Puis finalement, au bout du deuxième jour, on s'est dit, oh, bah, tiens, on est un peu plus vite. On va quand même pas se poser à 6 heures. On continue. Et puis, et par contre, on n'a pas voulu faire une arrivée de nuit parce qu'on estimait que c'était quand même plus sympa de faire une arrivée de jour, de partir à 4 heures, de voir le lever du soleil. Voilà, c'est ce qu'on privilégie en fait. Ouais. Eh oui, parce qu'il y a Ouais. quand même des paysages en Corse, hein, et tu le sais mieux que quiconque, hein, Axel, qui sont vraiment exceptionnels. C'est quand même dommage de passer à côté. Oui, il y a certains et voilà, on se dit, c'est 2 jours qu'il faut le faire. Et puis et encore une fois, le cadre, les règles du jeu qui ont été fixées au départ des 120 heures, elles sont là pour ça aussi. Ouais. Si on voulait qu'il y ait que de la performance entre guillemets, on fixerait un cut-off, un temps limite donc ridiculement bas, comme font plein d'autres épreuves. Or, c'est pas du tout l'objectif. C'est précisément, moi, c'est ça que je trouve super, c'est d'avoir d'un côté, voilà, un peu une élite. Même si c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas des pros, mais de gens qui disent voilà, je veux viser une performance 10, 15e, 20e. Et après, la majorité des autres qui disent de toute manière, moi j'ai tout le temps pour pouvoir aménager ma course, et me faire mon épreuve, ma visite, mon exploration de la Corse, en couple, ou en solo, ou avec un ami, ou avec une amie. Si tu réduis finalement le cut-off, tu le baisses, tu vas perdre tout ça en fait. Tu vas perdre la possibilité de pouvoir avoir un héros qui vient raconter son expérience, avoir Bruno qui voyage et dire bah voilà, nous notre expérience c'était ça. Parce qu'encore une fois, la majorité des gens qui viennent, c'est eux. Après il y a les élites voilà, qui visent la performance. Et moi j'aime bien faire les deux. Alors en mode course, j'y arrive pas. Mais quand je fais de l'exploration, je suis plus dans un cadre où je fais voilà, 10, 12, 15 heures de vélo par jour Ouais, maximum. c'est ça, ouais. Et je décorrèle quelque part la partie Avec du sommeil chaque soir. voilà, avec du etc. sommeil chaque soir. Repas. Et C'est vrai. c'est deux plaisirs en fait, c'est deux choses qui sont extrêmement excitantes à faire. L'une n'est pas opposée à l'autre, mais il faut donner la possibilité de faire les deux. Oui, oui. Et puisqu'on le rappelle, hein, le Bikeman est ouvert à tout le monde, tous les amateurs de tout âge, professionnels ou non. Oui, oui, C'est je crois que possible à c'est, tout le monde de c'est- compléter ce défi. C'est la chance d'avoir des organisations comme ça. Et c'est vrai qu'on est un peu tous dans la vitesse tout le temps, tout le temps. Nous, on fait encore de la course sur route, la course en ligne, à notre niveau, bien entendu, mais on y est encore. Donc moi, j'adore me mettre à des départs de course. Mais là, c'est une sensation complètement différente. Je me dis, tu as une limite, c'est 120 heures. Il va falloir que tu remplisses le job. Voilà, tu as tes 120 heures, tu fais moins. Ah, c'est génial. Tu arrives à 120, tu arrives à 120. L'idéal, c'est d'arriver le vendredi soir pour la soirée. fête. Voilà. Pour la Donc, soirée c'est de ce qu'on s'est fixé. Eh oui, C'est quand même ce qu'on s'est fixé, voilà, C'est un bel objectif. pour assurer l'essentiel. pour assurer Parce que, l'essentiel. en général, hein, les soirées de fin, c'est toujours un excellent moment qu'on Ah oui, passe puis tous c'est un moment ensemble. où on partage tous ensemble. Eh il y a oui, des on se raconte tous les expériences, c'est un peu souvenirs, comme les etc. pêcheurs, quoi. Ils se racontent ce qu'ils ont pêché, c'était gros, c'était. Voilà. Tu Et on retrouves a- tous ceux que tu as croisés sur la route. Exactement, ouais. Ouais, et puis là, c'est sympa, on recroise des gens qu'on a vus sur les autres l'année dernière, sur d'autres épreuves. Ah, vous êtes de nouveau de là? Ah oui, on s'est croisés sous tel Porsche. Oui, oui, toi, tu dormais à ce moment-là. Les anecdotes. Les souvenirs qui restent. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est sympa. Bah, merci Véronique, en tout Bah, cas, merci d'être à vous. venue partager un petit moment avec nous. Alors, Véronique Biche, tu peux nous rappeler ton numéro de dossard 246 et 246. 247 pour mon homme. et Donc, 247, puisque tu es en sera paire. En général, l'un à côté de l'autre, ou pas très loin en tout cas. Exact. Donc, je vous le rappelle, vous pourrez suivre Véronique sur la plateforme Owaka, le live tracking GPS pour suivre en temps réel ce Bikeman Corsica. Évidemment, ça c'est à compléter avec notre activité sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et même YouTube, puisqu'on va vous proposer, c'est la nouveauté de cette année, un résumé quotidien de chaque journée de ce Bikeman les 5 jours. Donc restez connectés. Le lien pour suivre le tracking, la plateforme Owaka, c'est dans la description de cette vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous pour suivre ce Bikeman Corsica qui s'annonce encore une fois palpitant. Et puis on vous donne rendez-vous durant toute la semaine. Et ensuite, à la fin de cette épreuve, il y aura la deuxième émission Finish Line pour revenir sur les temps forts donc, de ce Bikeman Corsica Origine. Merci Axel, merci Véronique. Merci à vous. Merci Et Zed. on vous dit à bientôt les amis, merci de nous avoir suivis. Et merci aussi à Maxime, on le Eh rappelle, oui, qu'on ne à la voit pas, régie. mais il est à la régie. C'est lui qui a rendu possiblement, qui a rendu qui a rendu techniquement possible voilà, cette émission. J'en perds mes mots. Impatient de découvrir donc cette nouvelle édition du Bikeman Corsica. Allez, salut à tous.